Comment traiter des enfants? Comment établir des conditions qui soient agréables pour un enfant pour qu'il s'épanouisse à l'école? C'est le thème de notre émission ce matin. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir une spécialiste de l'enfant. Elle s'appelle Nathalie Lévy. Bonjour Nathalie Lévy. Bonjour Léa. Vous êtes chef d'établissement d'une école juive à Paris. Il s'agit de l'Alliance Rachi. C'est à Paris 17e. Mais vous êtes également une grande spécialiste, une passionnée de l'enfant. C'est votre passion, je le disais, parce que vous êtes tournée vers l'écoute et vers l'épanouissement de l'enfant. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Et nous allons parler avec vous ce matin des conditions les meilleures pour accueillir un enfant dans une école, pour qu'un enfant se sente bien, pour qu'il s'épanouisse. Mais juste avant, peut-être quelques mots sur votre structure scolaire. Oui, bonjour Léa, merci de m'avoir invitée ce matin. Alors voilà, moi depuis 6 mois, j'ai pris la direction, je pilote l'école Alliance Rachi, une très belle école dans le 17e, qui est très bien desservie, on en reparlera, parce que tout est là en fait pour que ça soit, même si c'est une petite école, puisque nous avons que 305 enfants cette année, mais c'est une très belle école avec une très belle âme. Elle est petite encore, mais elle va grandir, et c'est une école où toutes les conditions sont réunies pour aider nos enfants vraiment à progresser et à aimer l'école, parce que ça aussi c'est un vrai sujet. Voilà. Alors vos préoccupations, je le disais tout à l'heure, ce sont les enfants, c'est le cœur vraiment de vos préoccupations. Alors dans quelle mesure vous menez vos réflexions sur l'enfant? Qu'est-ce qui vous intéresse chez un enfant? Alors, qu'est-ce qui m'intéresse chez l'enfant? Finalement, tout. Je veux voir l'enfant se révéler, en fait. Je veux l'aider, en fait, à savoir qui il est, à ce qu'il se connaisse et se reconnaisse. Voilà. Et donc, notre structure, donc je vous disais, 300 enfants, 150 en primaire, entre la maternelle et la primaire, et 150 environ aussi dans le secondaire, à toute la structure pour le faire. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est de trouver un enfant et l'aider finalement à s'épanouir, à se trouver et à grandir. Oui. Je ne sais pas si vous voulez qu'on développe maintenant. Bien sûr, on va développer. On a besoin de votre avis, l'avis d'une spécialiste sur ces enfants. Qu'est-ce qui dépend? De quoi dépend, si vous voulez, le bien-être d'un enfant, ou de qui dépend-il? Alors déjà, de quoi dépend le bien-être des enfants? Naturellement, ça dépend de lui, mais ça dépend aussi de son environnement. J'ai participé à de nombreuses des commissions d'appel où finalement j'ai aidé les parents en fait à identifier quelles étaient les fragilités des enfants, et finalement je pense que quand on identifie pourquoi un enfant est fragile et en fonction de sa personnalité, on peut l'aider à avoir une meilleure confiance en lui et une meilleure estime de lui. Donc il faut identifier absolument ses plus et ses moins et aider à ce que les moins deviennent des plus. Et pour ça, on peut faire plein de choses, des astuces qu'on peut mettre en place à la maison, de l'aide qu'on peut apporter à la maison, dans l'environnement aussi, et naturellement à l'école. La chance que nous avons à l'Alliance Rachi, je le dis de manière plutôt objective, parce que je suis nouvelle dans l'école et je travaille dans les écoles et avec des enfants depuis très longtemps. On parlera peut-être du projet que j'ai monté. C'est une école où finalement tout le monde est à l'écoute. J'ai des nouvelles collaboratrices qui sont rentrées il y a pas longtemps, qui me disent, qui travaillaient dans d'autres écoles, qui me disent, il y a un côté humain. On a un accompagnement qui est personnalisé, et finalement tout le monde connaît tout le monde, puisque vu la taille de l'école, c'est vraiment le cas, et on a vraiment une écoute. Je pense que quand un enfant est entendu par rapport à lui-même, vraiment dans son cas à lui, il n'est pas standardisé, il est pas un numéro dans une école où on a finalement, comme vous voyez dans un bilan de conseil de classe, nous avons un tiers de la classe qui est faible, un tiers qui est moyen, un tiers, c'est pas ça. Chaque enfant est une personnalité. Chaque enfant a besoin d'être reconnu. Nous avons la chance d'avoir une équipe qui peut le faire, et nous avons la chance d'avoir envie de le faire. Oui. Vous mettez le point sur la taille, sur l'échelle de l'école. C'est important dans un collège, mais même peut-être chez les primaires et les lycéens, d'avoir des structures moins grandes. On a vu se développer tout au long de la seconde moitié du XXe siècle des structures de plus en plus grandes scolaires. Est-ce que ça, c'est un défaut? Alors, je ne sais pas si c'est un défaut, parce que il faut pas oublier quand même qu'une école a besoin aussi d'avoir
une taille suffisamment grande pour pouvoir finalement avoir un résultat proche de zéro. Une école coûte de l'argent et la participation qu'on demande aux parents, même si elle est élevée, je suis parent moi-même et je sais ce que ça veut dire, finalement n'est pas toujours suffisant. On se rend pas vraiment compte dans les coulisses d'une école, des coulisses d'une école, et finalement, maintenant, le problème que l'on a, c'est que les classes contiennent des enfants, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les écoles communautaires, avoir 28-30 enfants par classe, c'est, alors je sais pas si c'est un rythme, mais c'est plus ou moins la moyenne. On a la chance dans notre école d'avoir plutôt des tailles, une taille beaucoup plus petite. On a aux alentours d'une vingtaine d'enfants par classe, voire des fois moins. Et notre objectif, ça serait arriver à 24-25 par classe. Et finalement, on n'oublie pas aussi que si la taille est moyenne et pas trop petite, cette unité, cette cohésion, ce dynamisme qui se crée entre les enfants, on va peut-être en parler aussi, va créer une vraie valeur ajoutée entre eux. Donc, s'ils sont entendus, écoutés, et si on peut les aider, finalement, d'eux-mêmes, leur confiance va progresser et ils vont pouvoir échanger. Donc, attention, la taille est importante, mais la taille petite n'est pas non plus très très bien dans une classe. Il y a donc une taille optimale. Je pense qu'il y a une taille optimale. Pour qu'il y ait un dynamisme suffisant, un entraînement, peut-être une émulation tout à fait. Au sein de la classe. Tout à fait. Ouais. Comme je vous disais, à l'Alliance Rachis, vraiment la taille est tout à fait humaine et qui permet un accompagnement personnalisé pour nos enfants. Enfin, mais bien souvent, dans les écoles et plus largement, en dehors des écoles privées, il y a des classes de 30, 32, 33 enfants, élèves. Les professeurs sont très souvent dépassés. Alors, je ne sais pas s'ils sont dépassés, je pense pas, parce que ce sont des professionnels, mais c'est la raison pour laquelle on a des demi-groupes dans beaucoup de matières, dans nos écoles de la communauté, mais même pas de la communauté. Quand le groupe est un petit peu grand, naturellement, la vie scolaire prévoit très souvent, pour la majorité des cours, de séparer le groupe en deux. Il faut quand même savoir. Mais j'insiste un peu, mais le fait d'avoir une taille normale, c'est-à-dire d'une vingtaine ou 24 enfants par classe, finalement, est un vrai plus pour nos enfants. Alors, on revient sur le sujet de notre émission, sur le bien-être de l'enfant. À l'inverse, à l'opposé, comment est-ce qu'on reconnaît, quels sont les signes qui vous permettent de reconnaître un enfant qui est mal dans une classe, mal dans une école? Alors, j'ai envie de vous dire qu'à l'arrivée le matin des enfants à l'école, très facilement on reconnaît un enfant qui n'est pas bien dans sa peau. Alors, on a naturellement la tête de nos mauvais jours, mais très rapidement, on voit quand les enfants ne sont pas épanouis, quand les enfants ne sont pas bien. Alors, c'est pas qu'un problème scolaire, ça peut être un problème d'environnement, un problème familial, un problème personnel. Un enfant, finalement, autour de lui, il a naturellement sa famille, ses parents, il a ses amis à l'école. Un enfant qui est mal intégré parce qu'il n'a pas beaucoup d'amis, c'est un enfant qu'il faut reconnaître. Il faut vraiment le reconnaître. Et alors, tous les enfants... Quels sont justement vos moyens pour, une fois reconnus, quels sont les moyens pour aider cet enfant et peut-être aussi plus largement les parents? Alors, il y a ce qu'on appelle, on en a parlé tout à l'heure, la confiance en soi et l'estime de soi. Ce sont finalement par plein de petites illustrations, de gestes factuels que l'on voit. Un enfant, par exemple, qui n'est jamais à la même table, un enfant en train de manger, un enfant qui dans la cour est toujours tout seul. On a le droit d'être introverti ou réservé. Tous les enfants, finalement, on a tous des profils différents. Et chez l'enfant, ça se voit encore plus. Mais un profil, finalement, si c'est un choix, c'est tant mieux. Mais ça veut dire qu'on assume. Si ça l'est pas, c'est ce sur quoi il faut travailler. Donc, nous essayons quand même. Enfin, la vie scolaire est très, 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 très proche des enfants. Je salue vraiment la vie scolaire de notre école. Et finalement, très souvent, je vois une surveillante ou notre CPE prendre un enfant et discuter, être dans l'échange pour essayer de le renforcer. On a la chance aussi d'avoir une psychologue qui vient une fois par semaine et qui est là vraiment pour quasi toute la journée. Et nous-mêmes, l'équipe pédagogique connaît nos enfants et n'hésite vraiment pas à prendre les enfants. Je reçois les enfants. Alors, soit c'est moi qui leur demande de venir, soit ils savent parce que je leur dis, tiens, tu diras à ton camarade de venir me voir. Et finalement, les enfants, quand ils arrivent à identifier leur mal-être, et s'ils arrivent à en parler, on a gagné. On a gagné parce que s'ils nous aident à identifier, et si on est là pour les écouter avec de la bienveillance, et pas seulement de l'empathie, parce que je pense qu'il faut aussi recadrer des fois les enfants, je pense qu'on a fait déjà la moitié du chemin. Ensuite, pour les aider, on a plein d'outils. Ne serait-ce que l'écoute, essayer de donner des devoirs personnalisés, essayer
essayer de parler. Des fois, je donne des astuces aux parents qui sont très très simples. Et j'ai envie de vous dire que la majorité des gens connaissent que si un enfant a du mal à lire une lecture assurée, il suffit de le mettre dans la cuisine le soir et le laisser lire en cuisinant. C'est rien. Mais juste l'enfant a besoin d'attention. S'il a l'impression d'être écouté, entendu et qu'on lui fasse confiance, eh bien, nous avons déjà fait une partie du chemin. Nathalie Lévy, je rappelle que vous êtes chef d'établissement de l'école L'Alliance Rachis, c'est dans le 17e arrondissement de Paris. J'ai envie de vous demander, de votre expérience, quelles sont les problématiques que vous rencontrez le plus souvent dans une école, dans un établissement comme le vôtre, qui, je le rappelle, prend des enfants depuis la maternelle. La maternelle. Première année de maternelle jusqu'à la terminale. Ouais. Alors, les problématiques les plus courantes. Alors, les problématiques que l'on voit, c'est un enfant finalement qui est bavard parce qu'il a raté une marche. Dans les apprentissages, il a raté une marche. Il rate une vraie marche sur un fondement, sur un apprentissage qui va lui permettre finalement de monter la marche d'après. S'il a raté une marche et si on n'identifie pas que cette marche a été ratée, il est facilement largué, il est perdu. Donc déjà, si nous arrivons à consolider les connaissances, à finalement affirmer les apprentissages, et je dis souvent à nos enfants de l'école, vous savez, les évaluations ne servent pas seulement à savoir si vous avez appris les leçons, mais nous-mêmes à nous évaluer. Avons-nous été capables finalement de vous transmettre notre savoir, notre envie? Donc ça, c'est le premier point. Après, je voudrais qu'on revienne sur l'envie parce que pour moi, elle est très importante. Donc déjà, un enfant qui a raté des fondements. Donc faut pas hésiter à revenir dessus, identifier. Il faut que les parents identifient. Il faut que les parents, on demande pas aux parents de faire l'école. On demande vraiment aux parents d'accompagner l'école et d'identifier. Ensuite, ce que l'on voit, c'est un enfant qui est mal dans sa peau. Un enfant qui a besoin finalement d'être reconnu dans un groupe. Des enfants, des fois, ne travaillent pas, ne se sentent pas engagés parce qu'ils ne sont pas suffisamment matures dans le groupe dans lequel on les a mis. Il y a la maturité sur les apprentissages et finalement l'intérêt d'apprendre, mais il y a la maturité aussi en termes de profil. Et ça, c'est vraiment aussi important. Ensuite, on a quoi? Des enfants qui comprennent pas pourquoi finalement, à quoi ça sert tout ce qu'on apprend. Aujourd'hui, on a tous des téléphones portables, on peut rechercher n'importe quoi sur Google. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'apprendre? Donc, il faut aller loin. Il faut vraiment expliquer à l'enfant ce pourquoi nous faisons cela. C'est-à-dire que il faut essayer que notre équipe pédagogique, qui sont des excellents profs, et moi, je les remercie parce que ils ont beaucoup travaillé, beaucoup investi pendant cette période. Mais finalement, des fois, de façon factuelle, tout ça pourquoi? Et c'est ce que j'ai envie d'apprendre aux enfants. J'ai besoin en fait qu'ils savent l'importance d'être autonomes et d'avoir un bon bagage, même si demain ils n'en ont pas besoin, ça servira toujours. Et oui, c'est peut-être votre tâche la plus ardue, à essayer de donner l'envie, d'essayer de justifier l'importance de l'école. Aujourd'hui, justifier. Alors c'est pas tant la justification, l'apprentissage, confirmer en fait ce pourquoi. Très très souvent, moi je rappelle mon parcours parce que j'ai pas envie de laisser un modèle, mais je veux absolument que les enfants comprennent l'intérêt de tout ça. Il faut qu'ils quittent notre école avec un vrai bagage intellectuel, d'identité juive, d'apprentissage, d'autonomie, d'adaptation, d'intégration. Tout ça, c'est vraiment ce que je veux je veux que leur sac à dos soit rempli de tout ça. Et pour ça, vraiment, j'espère pouvoir ajouter ma petite pierre à l'édifice de mon expérience et ce que je pourrais apporter, et avec toute l'équipe, ce qu'on pourra apporter avec l'Alliance. Je suis ravie aussi de travailler pour l'Alliance parce que nous avons une équipe qui est très à l'écoute de tout ça, et je les remercie vraiment de me faire confiance. Alors plus largement, si l'on regarde l'enseignement au-delà des écoles privées, mais en général en France, est-ce qu'il n'y a pas un système qui est faillible? Des programmes, mais également des emplois du temps. Lorsqu'on regarde, et on porte un regard très attentif sur l'école en Israël, sur l'école en Allemagne ou aux États-Unis, il y a, semble-t-il, des emplois du temps très différents. Est-ce que cet aspect, ce cadre qui vous est imposé,
j'imagine. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Et en plus, dans une école juive, vous avez des matières, des disciplines supplémentaires. Donc, Tout à on fait. rajoute 5, 4, 6 heures en plus dans la semaine. Est-ce que ça aussi, ça ne participe pas à l'échec peut-être de certains enfants ou le mal-être? Au mal-être. Je ne crois pas finalement. Non. C'est juste, je pense que qu'il faut que les parents et les enfants en fait s'identifient au projet de l'école et qu'ils adhèrent. Je pense que finalement être à l'école, c'est pas que les apprentissages académiques. Il s'avère que nous avons des heures académiques obligatoires et à partir du moment où nous sommes dans une école conventionnée, naturellement, nous mettons tout en œuvre pour faire preuve d'agilité pour que nos emplois du temps soient le plus léger possible, bien que nous sachions tous que finalement les enfants arrivent vers 8h15, 8h30 et qu'ils sortent de l'école vers 18h, 17 ou 18h. On va parler du secondaire. Maintenant, moi je crois, ce qui compte, c'est pas finalement le nombre d'heures, c'est le contenu. Oui. C'est comment on apprend. Il y a tout de même une fatigue. Il y a tout de même une fatigue. Il y a une fatigue, mais nous avons la chance, par exemple, d'avoir de grands espaces. Il y a une table de ping-pong qui est dans la cour. Les enfants peuvent jouer avec des ballons en mousse. Nous avons un énorme CDI. Nous savons pertinemment, vous et moi, Léa, que nos enfants ne font pas que travailler à l'école. Oui. Donc, je pense que effectivement, le système que nous voyons entre autres en Israël ou aux États-Unis m'irait très bien. Naturellement, je parle au conditionnel puisque finalement, donc plutôt que de se poser la question, est-ce que notre système n'est pas faillible, c'est comment finalement pouvons-nous mettre en place dans le système qui nous est imposé des choses qui vont permettre aux enfants, encore une fois, de s'épanouir et d'évoluer et penser que finalement l'école, c'est un lieu, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, avec la crise sanitaire, les écoles sont restées ouvertes, parce que le côté social compte beaucoup. Il faut juste proposer des choses plus divertissantes dans les apprentissages. Nous avons par exemple mis en place depuis 3 semaines des cours de Kodesh, des cours d'enseignement juif le midi, un truc qui s'appelle Learn and Lunch. Et donc les jeunes filles et les jeunes hommes peuvent venir s'ils le veulent pour à la fois déguster un repas avec un professeur et parler du judaïsme ou des choses de la vie, parce que finalement c'est souvent lié. Donc il suffit finalement de rendre les apprentissages un petit peu différents et montrer aux enfants que ce n'est pas ni une obligation ni une sanction, mais au contraire un savoir, une vraie valeur ajoutée. Et si on le fait de manière un peu détournée, finalement, vous savez, nos enfants ce sont des éponges et donc ils ont juste envie d'apprendre. Il faut juste développer cette appétence. On a l'impression que, en tout cas en vous entendant, que vous avez envie de rendre beaucoup plus accessible le professeur, le corps enseignant à l'enfant, qu'il y a quand même une proximité. Est-ce que ça, cette relation ou cette communication facilitée, c'est aussi peut-être le secret? Alors, je ne sais pas si c'est le secret, c'est ce que je fais depuis de nombreuses années. Et finalement, j'ai l'impression que il y a vraiment un résultat. D'ailleurs, je salue un jeune garçon qui m'a aidé il y a pas si longtemps parce que mon ordinateur a eu un petit problème. Et quand je l'ai appelé un dimanche, il m'a dit, je lui ai dit, j'espère que je te dérange pas. Il m'a dit, tu m'as aidé. J'étais perdue en première, j'avais 4 de moyenne en économie. Aujourd'hui, je suis en licence. C'est grâce à tout ce que tu as mis en place pour moi via des cours, etc. C'est une belle récompense. Donc, c'est pas une belle récompense, c'est la plus grande. Donc, je pense vraiment que tous les enfants ont les mêmes aptitudes. Bien sûr, il y en a qui ont plus de facilité, mais tous nos enfants ont des facilités. Il suffit juste de reconnaître quels sont les talents qu'il va pouvoir développer et utiliser ces arguments-là dans le bon de chaque enfant, et chaque enfant en a, pour essayer via cette reconnaissance et le faire évoluer. Oui, je pense vraiment que tous les enfants ont la même chance de réussir. Et alors, on disait tout à l'heure, Léa, qu'il n'y avait pas de hasard. Et il n'y a pas de hasard parce que naturellement, je connaissais les écoles de l'Alliance, mais quand j'ai vraiment découvert qui étaient ces écoles et quels étaient ces gens. Je trouve ça magnifique qu'on puisse donner la chance à nos enfants de tous se révéler. Ils le font depuis plus d'un siècle. Et quand je vois tous ces gens, moi j'ai des grands-parents par exemple, qui ont été très intelligents, mais qui n'ont pas pu aller à l'école beaucoup. Et des fois je me dis, tiens, elle aurait pu être vraiment ministre tellement elle connaît des choses. Ce savoir qu'on donne, ce savoir qu'on fait découvrir aux enfants, je pense que c'est le grand plus de nos écoles. Et si finalement on est sensible à ce sujet, eh bien nos enfants grandiront de tout ça. Et si on peut les aider, on est là vraiment pour ça. Alors vous dites, Nathalie Lévy, que en plus d'être chef d'établissement de l'Alliance Rachi Paris 17e, vous êtes engagée dans des projets, des projets pour révéler les enfants, si j'ai bien compris. Dites-nous, parce qu'on entend depuis quelques années maintenant beaucoup de parents parler de précocité de leurs enfants ou d'enfants surdoués.
échoué. Est-ce que ce sont des termes qu'on galvaude un peu ou alors est-ce que la précocité, c'est quelque chose qui est très divers et que qu'elle peut effectivement s'observer très souvent? Je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais pour avoir aidé des enfants, accompagné des enfants et pour être aussi moi maman, il faut savoir par exemple qu'un enfant qui s'agite beaucoup dans une classe et qui bouge beaucoup, c'est peut-être un enfant qui est précoce. Précoce finalement, c'est être en avance sur des choses et pas toujours à sa place. Il faut savoir que la précocité, selon moi, c'est quelque chose déjà qu'il faut identifier et finalement il faut mettre cette précocité au service de l'enfant. Déjà, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié, mais ça va me revenir certainement. Il faut savoir que les enfants ont des appétences. Et ben, si un enfant est précoce, il faut savoir, il faut essayer de visionner pour savoir qu'est-ce qui serait bon pour lui. C'est de le laisser dans la classe ou de le faire sauter une classe. Est-ce que les parents qui avancent sur les programmes rendent service ou non? Je ne pense pas, vu de ma fenêtre en tant que parent, parce que je suis loin d'être une spécialiste. Si finalement les enfants connaissent les programmes avant et qu'ils s'ennuient en classe, bah, comment voulez-vous que le prof arrive à le canaliser ou même le capturer? J'ai moi-même, je suis en charge d'une classe de français de 6e. Je leur dis souvent, allez, c'est le moment où vous vous concentrez. J'ai besoin de vous 10 minutes. Et donc là, pendant le moment où on capture l'enfant, où on essaye vraiment de l'attraper pour le faire rentrer dans les enseignements et voir l'intérêt, et on se dit, bah, si on a réussi à faire ça, c'est qu'on a atteint l'objectif de la journée ou de la séance. Eh bien, quand les enfants ont déjà appris ça, bah, finalement, bah, ils sont pas là. Donc, il faut aussi que les parents soient engagés auprès des enfants et suivre les enfants, qu'ils sentent les plus et les moins, et de ces plus et les moins, savoir ce qu'ils en font. Je pense que l'équipe pédagogique et la direction des écoles est là pour accompagner aussi les enfants précoces. Vraiment, on ne vient pas dans le bureau d'un directeur juste parce que son enfant a fait une bêtise. On peut venir parce qu'un enfant a des aptitudes et on veut savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Il peut faire les deux, hein. Il peut être précoce et faire des bêtises. Aussi, c'est vrai aussi. Et c'est certain, et c'est souvent le cas quand on reçoit un enfant et ses parents parce qu'il fait une bêtise, très souvent, on voit le profil et j'espère qu'on met tout en œuvre pour l'aider. Parfois, la frontière est ténue entre mal-être, précocité, bêtise. C'est très difficile de faire le tri dans tout ça. Vous parliez tout à l'heure de parents. J'aimerais qu'on dise un mot sur les parents. Est-ce que, et très souvent dans les écoles juives, les parents n'interviennent pas un peu trop sur les programmes? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop derrière les enfants? Et du coup, ils créent chez l'enfant comme un sentiment d'impunité. Finalement, bah, si j'ai fait une bêtise, c'est pas grave parce que il y a papa, maman derrière. Alors, je ne pensais pas que la relation, moi qui viens du secteur privé et je suis parent et j'ai été investie longtemps et je le reste encore dans les associations de parents d'élèves. J'ai un peu alors j'ai pas de mal, mais je n'avais pas identifié le parent comme cela. C'est-à-dire que je dis souvent depuis le début de l'année que si les parents ont des attentes, ce qui est tout à fait justifié et normal, il a aussi des devoirs en fait. Et en fait, je m'aperçois, alors c'est l'œil de la consultante qui parle parce que j'aime nos parents et je veux absolument qu'on soit proche, qu'on fasse une unité parce que je pense que l'école, sans les parents et sans les enfants, et sans l'équipe pédagogique, nous sommes une équipe, nous sommes une vraie famille, nous avons tous nos plus et nos moins. L'essentiel, c'est de rééquilibrer tout ça pour que la symbiose revienne. Qu'on se fâche de temps en temps, ça fait partie du système et ça prouve bien justement qu'on est vivant avec des personnalités différentes. Donc oui, je pense que le parent, de temps en temps, se trompe, pardon du terme, mais de combat. Je pense que le parent doit être proche de l'enfant et que le parent doit se mettre du côté de l'équipe enseignante. Quand les parents disent aux enfants « Ah, bah c'est pas normal tout ça », essayez de comprendre. On n'a pas tous le même cadre de référence déjà et quand on sort une situation d'un contexte, eh bien, de temps en temps, on en perd et le parent devrait plutôt être à l'écoute naturellement de l'enfant, mais être aussi à l'écoute de l'école. Un allié de l'école. Voilà. Après, les parents, alors on a toutes sortes de parents naturellement, mais je pense que déjà si le parent pouvait entendre l'enfant dans ses plus et ses moins, je pense que ça serait vraiment un plus pour nous aider à bien accompagner nos enfants. Merci Nathalie Lévy. Je rappelle que vous êtes chef d'établissement de l'Alliance Rachis Paris 17e, une spécialiste de l'enfant et on vous dit à très bientôt sur notre antenne. Merci. Et bonne journée à vous. Merci encore Léa. En sortant de